rapprocher de l'estrade. Nous devions avoir aujourd'hui une jeune femme enceinte qui vient de Côte d'Ivoire, qui a été dégoûtée de sa demande de droit d'asile. Je la connais, elle devait accoucher par mars, elle a un gros problème et elle n'est pas venue jusqu'ici. Je crois aussi qu'elle craignait beaucoup de prendre la parole devant tout le monde. Je veux juste témoigner pour elle du parcours de celle que je rencontre régulièrement, qui arrive de l'Afrique subsaharienne très souvent, en ayant fui l'excision, le mariage forcé, pour essayer de mettre à l'abri avec elles leurs filles, qui sont vouées aussi à être excisées, pour lesquelles elles n'arrivent pas à mettre de la protection suffisamment, et qui, en arrivant en France, se retrouvent devant un dédale d'un système administratif dont elles ont énormément de mal à comprendre les rouages d'exclusion et surtout pourquoi on ne prend pas en compte leurs demandes de protection là où elles subissent effectivement ce qu'on pourrait parler des pratiques coutumières, mais qui sont là où la France dit qu'elle protège les femmes et justement qui viennent demander l'asile. On peut dire, en tout cas moi je témoigne qu'actuellement il n'y a pas plus de 10% de demandes d'asile qui sont octroyées actuellement, et ces femmes que l'on dit les copines du DAL, elles se retrouvent à la rue, en prise effectivement avec n'importe quel prédateur pour essayer de trouver un toit pour se loger. Et quand elles arrivent à se loger, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elles se retrouvent une fois à l'hôtel, une fois dehors. Massita, et je finis avec ça, elle va accoucher fin mars, elle vient juste d'avoir une chambre qui est à l'autre bout de la région parisienne, et qui est à l'autre bout de la région parisienne alors qu'elle va accoucher à Bichat. Elle fait des trajets absolument invraisemblables, elle n'est pas sûre une fois que son bébé sera né d'être mise à l'abri encore par le 115 parce qu'elle sera femme avec un bébé, et c'est ça tout le temps, et pour toutes les femmes qui nous arrivent en ayant ce type de parcours que je viens de vous dire, et de beaucoup de pays. Donc, plus que jamais, elle aurait voulu témoigner pour vous dire qu'elle est venue demander en France l'asile pour elle et pour ses filles, une qui est encore au pays et dont elle a peur qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé à elle, et une qui est à naître et pour laquelle nous sommes déjà en train de demander le droit d'asile quand elle va naître. Alors, les femmes de la maison des femmes de Montreuil sont-elles là? Ben non, hein, je ne les vois pas. Non, oui, mais je ne les vois pas. Hein. C'est inclusif. Non, mais je crois que, je suis désolée, on aurait vraiment voulu le témoignage des maisons des femmes de Paris et Montreuil, mais voilà, je veux dire, on ne nous a pas prévenus et elles ne sont pas là. Je présente Sanadja. Sanadja va parler des femmes algériennes. Elles sont là. Ah, la maison des femmes de Montreuil arrive. Venez. D'accord. On aimerait bien que vous veniez. Oh, je suis désolée, mais ça nous fait vachement plaisir. À toutes et à tous, les femmes subissent très souvent une double violence de la part des hommes violents, dans les maisons, dans la rue, au boulot, les injures sexistes,
sexuelle, mais aussi, et c'est ça dont on veut témoigner aujourd'hui, de la part de l'administration, des services, de la préfecture, parce que les lois ne sont pas appliquées, parce que des personnels ne sont pas formés, et tout ça malgré la com du gouvernement. Sur le territoire, la Maison des femmes de Montreuil constate une violence institutionnelle à laquelle les femmes victimes de violences se heurtent encore trop souvent. Les institutions et structures soi-disant expertes devant l'urgence et la gravité des situations vécues par les femmes sont incapables de répondre, alors qu'il est prévu théoriquement des prises en charge adaptées. La mise à l'abri reste quasi impossible dans le 93, puisque le 115 géolocalisé ne répond pas. Les places manquent. Les appartements relais sont pratiquement inexistants. L'association spécialisée sur le 9-3 à Bondy est saturée. Exemple à Montreuil, en moyenne, une femme par an accueillie à Bondy. Et encore, seulement pour les violences conjugales. Et encore, si elles sont graves, donnez-moi les critères. Est-ce que risquer d'être violé, battu la nuit, tant qu'on n'est pas violé, battu, on n'a pas le droit d'échapper? Sur la période de septembre à décembre, la Maison des femmes a relevé un nombre de dysfonctionnements beaucoup trop important. 13, rien que pour la ville de Montreuil. Moyenne, une par semaine. Et encore, c'est celle que nous on connaît. Et la plupart, 8, relevés au commissariat de Montreuil. Est-il normal qu'en l'espace de 4 mois, un lieu censé protéger les victimes ait refusé à 5 reprises de prendre des plaintes ou de les compléter, alors que l'article 15.3 du Code civil l'oblige et le Code de procédure pénale interdit de ne pas prendre les plaintes? Est-il normal que les officiers de police traitent de folle et hystérique une femme victime de violence? Est-il normal qu'une femme se fasse placer en cellule de dégrisement parce que avant de porter sa plainte, elle avait bu un peu et qu'elle a dit « je reviendrai demain » et on lui a dit « non, vous allez dégriser tout de suite ». Elle a passé la nuit en cellule pendant que son mec violent s'était échappé. Est-il normal que on ait encore pour les violences subies, on est... attendez, j'ai perdu la ligne. Est-ce que d'essayer de tenir malgré les souffrances, ça peut être aussi quelque chose que la police est capable d'entendre? L'accueil des femmes étrangères reste problématique quasiment en majorité. Pas de traducteur ni de traductrice. Phrase discriminante. Une femme rome accueillie par « ouais, mais chez les Roms, c'est normal, ils tapent tous, c'est les violences, c'est normal. » Autre phrase. « Mais pourquoi vous ne parlez pas français? Vous êtes là depuis 10 ans. » On a aussi « c'est les folles de la Maison des femmes qui vous envoient. » Tout ça parce que nous, on renvoie la copie.
votre plainte est mal faite, recommencez. On ne peut pas prendre rendez-vous pour une plainte pour viol, alors qu'on peut prendre rendez-vous juste pour une carte bleue. Il n'y a pas de table pour longer un bébé quand les femmes doivent attendre 4 heures dans la salle d'attente, voire 2 heures debout dans l'escalier avant d'entrer. L'accès aux UMJ n'est pas expliqué, n'est pas proposé. Et quand c'est proposé, on dit « Vous voulez les UMJ ?» Vite fait, on est sûr qu'elles n'ont pas compris et on coche « Non ». Le seul accès pour les femmes, c'est tellement en sous-effectif qu'on ne peut même plus se présenter sans plainte, sans réquisition. Alors que jusque-là, dans notre département, les femmes pouvaient aller aux UMJ sans réquisition. Alors, les UMJ, merci, c'est l'unité médico-judiciaire qui permet de chiffrer avec un mot barbare, ITT, interruption totale de travail, même si on ne travaille pas, et qui donne l'ampleur des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, gynécologiques, de tous ordres. Et ce chiffre-là, il est essentiel quand on se présente après devant le tribunal, parce que ça reconnaît les suites des violences. La Maison des femmes de Montreuil déplore le manque de connaissances et d'application de la loi et des protocoles établis. Mais elle dénonce aussi la perpétuation de la culture du viol et se pose vraiment la question du racisme d'État au sein de la police nationale. C'est la conclusion, certains policiers font leur travail correctement, mais tant que des femmes ne seront pas toutes accueillies dans les normes de la loi, c'est la loi républicaine d'égalité de traitement sur tout le territoire qui est bafouée et nous appelons à la justice d'État. Merci. Donc on va écouter Sanadja. Bonjour. Je ne vais pas pouvoir parler beaucoup parce que j'ai pris la parole. Face à beaucoup d'hommes, c'est pas facile. Donc, il faut crier pour s'imposer. Donc j'ai perdu la voix. Je vais dire un mot. Moi, je suis militante féministe algérienne. J'ai dû quitter quand c'était pas facile pour les féministes. C'est toujours pas facile. Mais un harak qui donne, le harak c'est la révolte, la révolution, chacun comment il la nomme, qui donne de l'espoir, ça va être difficile. Parce qu'au-delà du pouvoir, au-delà des islamistes, au-delà, c'est les mentalités archaïques, conservatrices qui bloquent et qui bloquent et qui bloquent. Et donc, nous devons, les femmes algériennes sont obligées de se battre le double, le triple combat. Ça, c'est par rapport à ce qui se passe là-bas. J'ai une pensée pour elles. Feriel tout à l'heure l'a dit. Demain, elles appellent à la marche. Peut-être que beaucoup vont se retrouver arrêtés demain par un pouvoir algérien qui se dit démocrate et qui est soutenu par Macron. Je termine. Cette lutte, la lutte des femmes algériennes, quand on est arrivé, c'était pas très à la mode. Nous avons trouvé les féministes avec nous. J'ai une pensée pour Maya Surdut. J'ai une pensée pour Marie-Annick Mathieu. Les féministes nous ont pas demandé ni notre religion, ni notre portefeuille, ni rien. Elles étaient solidaires avec nous, sans se poser aucune question. Jusqu'à leur solidarité
l'humanité a été jusqu'à monter une association qui s'appelle Pluriel Algérie, qui a été longtemps animée et dirigée par Maya Surdut et par d'autres copines tunisiennes. Nadia elle prendra la copine, pour montrer l'importance de la lutte internationale. Quand une femme se fait battre en Tunisie ou en Afghanistan, si on ne réagit pas à Paris ou en Italie, personne ne parlera d'elle. Si, c'est important. Et je termine vraiment, pour ceux qui veulent nous culpabiliser, c'est des courants politiques qui vont nous dire oui, vous êtes des féministes, vous êtes limite racistes, limite machin. J'ai envie de leur répondre, c'est les féministes qui sont avec les sans-papiers. C'est les féministes. C'est les féministes qui se mobilisent quand des femmes diminuées font des grèves. Elles ont toujours trouvé à côté d'elles des féministes et elles n'ont jamais demandé ni leur religion, ni leur croyance. Voilà, vive! Et vive la lutte des féministes partout dans le monde! Vive la lutte féministe partout dans le monde, vive la solidarité internationale. Et beaucoup sur cette place aujourd'hui ont fait partie de tous ces réseaux dans la solidarité internationale, aussi bien pour soutenir des femmes en Afghanistan, en Tunisie, au Maroc, en Algérie ou ailleurs. Et aujourd'hui, un 8 mars, on ne peut l'oublier, c'est cette journée des luttes internationales qui doivent nous réunir de nouveau, parce qu'on a encore besoin les unes des autres. Et à chaque fois, les droits des femmes avancent dans un pays, elles avancent ailleurs, comme nous le prouvent tous les jours des avancées en Amérique latine, d'où il vient des bonnes nouvelles en ce moment, mais par contre, d'assez mauvaises d'autres coins du monde. Et aujourd'hui, les femmes tunisiennes, en tant que femmes tunisiennes et membres d'un collectif de femmes tunisiennes aujourd'hui présentes sur la place, je voulais dédier ce 8 mars à une jeune militante qui s'appelle Rania Hamdouni, que moi personnellement j'ai rencontrée en 2013, elle avait à peine 20 ans, et qui aujourd'hui dort en prison depuis une semaine, tout simplement parce que sa tête ne revient pas aux flics. Il l'a accusée pour outrage à agent, et elle a été condamnée à 6 mois, tout ça parce que c'est une militante LGBT, qui n'a pas peur du système, qui n'a pas peur de résister, de sortir dans la rue, et qui aujourd'hui se retrouve emprisonnée, tout simplement parce qu'elle a exercé un droit, celui de s'exprimer et de revendiquer, et aussi de crier haut et fort son orientation sexuelle et son appartenance. Aujourd'hui, cette jeune femme a besoin de notre soutien, parce qu'au travers de ce bras de fer qui se joue en Tunisie, c'est un bras de fer qui se jouera dans tous les pays arabes et musulmans aujourd'hui sur la question de l'homosexualité. Elle est condamnée partout dans ces pays-là. Les gens risquent jusqu'à 3 ans de prison. On n'a pas pu juger Rania pour ça, parce que c'est plus difficile pour une femme de prouver qu'on ne sait pas un flagrant délit. Elle aurait été un homme, elle aurait eu 3 ans de prison. Et aujourd'hui, c'est très très important de porter ces luttes pour les libertés individuelles et sur le droit de disposer de son corps, parce qu'elles sont fondamentales. Un individu libéré, c'est une société libre. Et ça nuit à tous ceux et toutes celles qui ne veulent pas de ces libertés-là, parce qu'ils préfèrent des moutons qui peuvent téléguider. Aujourd'hui, il faut refuser de nous soumettre à ces mentalités rétrogrades et conservatrices qui veulent nous plier et adopter des attitudes qui incarnent en tout cas une forme de prison pour les individus. Donc, vive les luttes des femmes, vive les luttes
Et les solidarités internationales, c'est uni qu'on avancera et c'est en uni qu'on doit rester. Donc maintenant, nous allons écouter la chorale Point G bar. Chorale militante féministe. Nous avons des paroles imprimées pour chanter avec nous. Il y a un collectif tenant qui va venir aussi avec sa chanson sur l'IVG. C'est pas tout de suite, José. C'est après. Il n'y a pas de nouveau.